Salut les amis, comment allez-vous? Bon, on commence avec un petit peu de retard, quelques petits soucis techniques. Comment tu vas, Benji? Encore là pour Ouais, m'accompagner toi. ce soir. Eh oui, toujours, Toujours fidèle au rendez-vous. fidèle au rendez-vous, exactement. Un vrai plaisir de se retrouver en tout cas. Et bah, moi ça va Carrément. aussi, hein, ça va nickel. Hein, une grosse journée avec quand même beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui. On va aussi revenir un petit Complètement. peu sur le match de l'équipe de France. Pourquoi pas? J'ai pas forcément prévu, mais on peut en parler rapidement. Parler un petit peu aussi du match Portugal-Allemagne, parce qu'il faut le dire, c'était quand même un très gros et un très grand match qu'on a pu voir. Ouais, ouais, Et carrément. puis, et puis voilà, après on va surtout se concentrer sur les deux petits matchs qui est aujourd'hui. Alors je le dis tout de suite, j'en ai vu aucun. Voilà, donc je vais me référer que des statistiques de l'application que j'utilise. Donc on va pas forcément en parler beaucoup. Et surtout les analyses de demain, on va avoir le droit, comme toujours, au conte de légende, où aujourd'hui tu nous Ouais, parlais de deux grandes légendes, une italienne et une du Pays de Galles, un petit peu en hommage au match d'aujourd'hui. complètement, ouais, complètement. Puis c'était des joueurs dont j'avais envie de parler depuis un moment. Bon, bah ça c'est nickel. Et puis du coup après, bah, on passera à la partie prono. Voilà, donc les pronos, les miens, donc pour les matchs de demain 18h, car il y aura une émission demain à 20h où on parlera des deux matchs de 21h. C'est assez compliqué, hein. C'est vrai que cette troisième journée, vu qu'ils mettent tous les matchs en même temps et à deux nouveaux horaires, Ah, c'est assez compliqué de s'organiser. Et surtout, cette semaine, on a quand même fini le championnat des pronos et on a annoncé les gagnants la semaine dernière. Donc toi, je ne sais pas si tu l'as vu, Benji, mais c'est Charles-Henri Pinault qui a fini premier. ouais, Voilà. bah, il était bien parti, hein, il était bien parti. Exactement. Donc du coup, il a pris 50 € de free bet. Ensuite, le deuxième qui était Gérald Doche en a pris 35. Et enfin, Datch en a pris 15. Voilà, on a décidé avec Nax D'accord. Prono et l'équipe Talkso de faire les trois premiers gagnants. Donc Bon, ça c'est voilà. propre. Et puis du coup, donc on a la chance que notre partenaire Barrière Bet nous raccompagne pour la semaine qui arrive. Donc du coup, le championnat des pronos reprend à zéro dès ce soir pour les deux matchs de D'accord. demain, mais on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Bah, je te propose éventuellement de commencer tout de suite, voilà, avec pourquoi pas parler de l'équipe de France. Voilà, moi je l'ai mis tout de Ouais, suite, ce France-Hongrie, donc un partout. Moi personnellement en top, même si c'était dur d'en ressortir, j'ai mis quand même le gardien hongrois. Je trouve qu'il a fait à ouais. deux-trois moments des bonnes parades, sans être un grand gardien et de grandes parades. J'ai quand même trouvé que c'était peut-être lui le meilleur hongrois sur le terrain. Ouais, Et il en fait une. Ouais, il en fait surtout une belle sur Mbappé, ouais, qui c'est lui ça. leur évite le 2-1. Et surtout, de l'autre côté, j'ai voulu parler des points faibles de l'équipe de France, enfin ce que j'ai trouvé en tout cas sur ce match-là le plus faible. Et j'ai voulu citer tout simplement nos très chers latéraux. Ouais, Donc voilà, après je sais pas, toi déjà, est-ce que tu as pu voir le match? Je présume que oui. bien sûr, bien Forcément, sûr. oui, étant français. Qu'est-ce que tu en as Ça a pensé déjà été, tout d'abord? Ça a été depuis un moment un des matchs les plus compliqués à regarder parce que bah, forcément, je pense qu'on a été nombreux dans ce cas-là où, en fait, avec cette équipe de France-là et avec les joueurs qu'on a, on a envie de voir du foot et du beau foot. Et malheureusement, que ce soit l'adversité ou même notre niveau sur ce match-là, bah, on n'a pas vu du beau foot de tout le match. Donc c'est là où la frustration est née. Ouais, tout à fait. Après, par rapport au point faible que tu pointes, les latéraux, j'ai envie de dire un latéral. Le match de Pavard est en dessous de tout. Oui, Euh, tout à fait. C'est vrai que sur le but, c'est lui avec Varane qui se font complètement manger. Mais j'ai voulu quand même sortir ouais, les latéraux, déjà par le fait que voilà, premier match tu mets Hernandez, deuxième tu mets Digne, et l'un comme l'autre, surtout dans un match contre la Hongrie, je trouve que c'est eux des deux côtés, hein. Je prends aussi Pavard, surtout sur l'aspect offensif qui aurait dû apporter ouais, plus. Et on voyait qu'à chaque fois que ce soit Digne, il n'arrivait pas à faire la différence face à son vis-à-vis et perdait la balle avec un centre sur le joueur qui finissait en touche, voire une passe en arrière. Et Pavard, c'est même pas de centre du tout tenté et que des passes en ah ouais. arrière, voire aucune montée. Et je trouve que c'est aussi ça, contre un bloc bas contre la Hongrie, j'ai voulu mettre les latéraux en point faible parce que c'est vrai que dans un 4-1-2-1-2, c'est aux latéraux de faire cette différence. Et en tout cas, hier, ça n'a pas été le cas. C'est sûr. Après, c'est vrai que l'apport de Lucas Digne sur ce match-là, même s'il y a son centre pour Mbappé en première mi-temps qui est très très bien dosé. Tout à fait. Après, sur le reste, il n'a pas montré grand-chose. Moi, je préfère largement Hernandez On est deux. côté gauche. De toute façon, c'est le meilleur latéral qu'on ait. Euh, Par rapport au match, après, globalement, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que bah voilà, après les Hongrois ont joué avec les armes qui étaient les leurs, des armes dégueulasses, hein, très honnêtement, je vais pas Faut mâcher mes dire ce mots. qui est. Faut dire ce qui est. C'était très frustrant d'un point de vue supporter. Après, je trouve que
Il y a encore, on le voit de toute façon depuis 4 matchs, je prends les matchs de prépa, il y a un manque de réussite devant qui est flagrant et qui nous fait mal hier, parce que si les 3 occasions franches qu'on a première mi-temps, elles sont au fond, je pense que le match est absolument pas le même. On a cette malchance en plus de prendre un but juste avant la mi-temps Ouais. sur une erreur qu'on n'avait pas faite depuis très très longtemps. Bah, malheureusement, c'est directement à l'intérieur. Donc voilà, ils ont eu beaucoup de réussite. Ils ont eu aussi un arbitrage plutôt favorable. Je dirais pas ultra favorable, mais quand même plutôt favorable. Je veux dire dans les petites fautes de l'entrejeu. Très souvent sifflé pour eux et très peu pour nous. Voilà, après c'est un match à l'extérieur, dans une ambiance ultra chaude. Voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, mais il va falloir faire attention à voir comment ils réagissent face au Portugal, parce que là, il y a un gros match à enjeu, quoi. Ouais, bah on est entièrement d'accord, hein, c'est ce que je voulais faire ressortir. Alors pour le coup, j'avais aussi vu un tweet du présidente de Bimax sur la question de l'arbitrage. J'avoue que sur ce match-là, j'ai tellement été frustré de cette équipe de France, principalement, comme je le dis, hein, moi c'est le gros point faible que je fais ressortir, c'est ces latéraux qui dans un 4-1-2 Ouais, en 2 sont censés montrer le surnombre, surtout qu'on a vu, surtout je trouve plus en deuxième mi-temps et sur la fin de la première, un Mbappé qui jouait beaucoup plus axial. Donc du coup, ouais. forcément, ça donnait encore moins de solutions sur les côtés, alors que le but était d'étirer ce bloc hongrois. Et vraiment, l'arbitrage, j'ai même pas envie d'en parler sur ce match-là. Et justement, je n'étais pas forcément, j'allais dire, ni en désaccord, ni forcément en accord, donc avec Bimax ou avec toi. Ouais. J'ai même pas fait attention en fait, je te l'avoue, sur ce match à l'arbitrage. Du coup, quand j'ai vu Bimax et d'autres personnes tweeter dessus, et même là, toi qui me le redis, Ouais. j'ai été limite surpris parce que j'ai pas du tout porté attention à ça. Tellement c'est impossible de se remettre derrière ça. C'est même pas une semi-excuse parce Non, que non, même non. avec un. Même sans être une excuse, hein, je veux dire, on a tellement été mauvais que même si l'arbitrage avait été avec nous, j'aurais pas été satisfait de ce match. C'est ça que je veux dire. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Après, l'arbitrage va toujours t'aider à peut-être aller gratter une Voilà. victoire là où t'as fait juste un nul. Je prends juste par exemple le dernier corner ou le dernier coup franc, pardon, joué où Kimpembe se fait littéralement plaquer. C'est un plaquage dans la Oui, surface tout de à fait. réparation. Et il y a faute pour la Hongrie. Donc, ne serait-ce que ça, c'est assez flagrant. Puis après, sur vraiment, comme je te dis, c'est sur tout le match où on savait que les Hongrois allaient jouer à ce jeu-là de Évidemment. casser le rythme, de casser complètement le match, de se jeter, de rester au sol pour faire croire que je suis blessé, etc. Et je trouve que l'arbitre a joué Dans ce dans ce sens-là, ouais. sens-là et n'a jamais sanctionné à ce niveau-là, même les fautes un peu grossières, même voilà. Donc je pense que ça a un petit peu cassé le rythme des Français, notamment sur le premier quart d'heure de jeu. Et voilà, après, c'était pas aussi flagrant que face à l'Allemagne, où il y a Ouais, ou face à vraiment l'Allemagne, il y a vraiment eu beaucoup d'erreurs. beaucoup d'oublis plus que d'erreurs. Et là, par rapport à la Hongrie, je trouve que c'est un arbitrage qui a comment dire, été dans le sens du jeu hongrois. Pas forcément pour la Hongrie, mais du jeu hongrois. Et c'est là où ça a été un petit peu compliqué. C'est là où moi, je parle essentiellement de l'arbitre. Mais c'est effectivement pas une excuse sur ce match-là. Et bon, après, ça arrive de faire un match sans. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont été très très bons au premier match et qui l'ont beaucoup moins été. Je pense à Pogba notamment Tout à fait. que moi je surkiffe, mais qui n'a pas été au niveau sur ce match-là, très clairement. Donc voilà, on les attend face au Portugal. Une victoire face au Portugal et tout est pardonné. Voilà, moi c'est aussi sur ça au final où on peut peut-être conclure, c'est sur l'après match contre la Hongrie. On sait, alors je peux vous le montrer hein, si vous voulez, mais bon, de toute façon, le classement il est extrêmement simple avec cette victoire juste derrière le match qui a suivi hier à 18h, Portugal-Allemagne, où l'Allemagne n'a fait qu'une bouchée 4-2 du Portugal. Ça fait que la France se retrouve première du groupe à la deuxième journée à 4 points et l'Allemagne et le Portugal ex aequo de points à 3. Ce qui veut dire typiquement que dans le pire des scénarios, si la France perd contre le Portugal et en parallèle, puisque les matchs vont jouer en même temps, l'Allemagne bat la Hongrie, la France qui était première est quand même assez tranquille parce que tu fais le plus gros match, le plus compliqué au début et tu le gagnes contre l'Allemagne, logiquement tu aurais dû prendre les 3 points contre la Hongrie. Tu peux passer d'une poule où tu es sûr d'être premier ou à la limite deuxième dans le pire des cas à être repêché dans les meilleurs troisièmes et là c'est pas la même chose. Alors évidemment il y a des gens qui vont te dire et je suis aussi d'accord, si tu veux être champion quoi qu'il arrive il faut battre tout le monde. Si tu finis troisième que tu affrontes la Belgique, il faudra battre la Belgique. Si tu finis premier tu affrontes les Pays de Galles et ensuite en quart tu affrontes la Belgique, il faudra aussi battre la Belgique.
C'est évidemment. ça. Mais mentalement, t'es pas dans la même chose quand tu gagnes ton premier match contre l'Allemagne à ras et qu'aucun de tes joueurs offensifs marque, ou tu fais un partout contre la Hongrie, où offensivement, tu fais un match quand même assez compliqué, et où tu perds le dernier match contre le Portugal dans l'éventualité où le pire scénario arrive. Ouais. Évidemment. Moi, je le vois aussi de cette manière-là aussi, où finalement, si tu sors de cette poule en ayant battu l'Allemagne en ouverture et en battant aussi le Portugal sur le match un petit peu clé, et que du coup tu finis premier, tu es vraiment lancé dans la compétition, et en plus tu as Évidemment. connu un peu l'enfer avec la Hongrie aussi, donc je trouve que ça serait aussi très très intéressant à ce niveau-là. Donc et c'est bien d'avoir un match en jeu contre une équipe comme le Portugal, dans une deuxième très grosse équipe de 7 euros. On a vu que les Allemands, finalement, ils n'avaient pas un niveau si dégueulasse que ça quand tu vois le match Totalement, oui. face au Portugal. Donc voilà, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Je reste convaincu que le premier match qu'on a fait face aux Allemands, c'est un match de champion du monde, tout simplement. On est Le match d'accord face à la là-dessus. Hongrie, c'est le match piège. On est tombé dans le piège. Je pense qu'on aura difficilement un adversaire qui jouera le même jeu que la Hongrie tout l'euro. Évidemment. Et à prendre aussi en compte, parce que ça, c'est quelque chose, ce match piège contre la Hongrie, l'Allemagne, alors j'ai pas vu si le match était en Hongrie ou en Allemagne, puisque les deux peuvent jouer chez eux. J'ai pas fait attention là-dessus, parce que c'est une donne qui va être importante. Mais le Ah, Portugal super, était aussi, à très peu de choses près, passé dans le piège. Parce qu'autant dans le résultat, ça a l'air d'être sévère, il y avait eu 3-0 pour le Portugal contre la Hongrie, mais le but ouais. portugais est marqué le premier à la 80, je crois, 7e ou 8e, et ensuite c'est un doublé de Ronaldo dans les arrêts de jeu qui fait le score de 3-0. Mais Ronaldo loupe deux grosses occasions en fin de première mi-temps et en début de deuxième. Et derrière, c'est une Portugal extrêmement stérile qui se crée peut-être même moins d'occasions que la France. Mais par chance, ça finit sur un 3-0. Ça aurait très bien pu aussi finir sur un 1-0. Bon, l'avantage qu'ils ont eu, c'est de ne pas se prendre ce contre un petit peu qui nous a cassé la tête avant la mi-temps. Mais dans l'autre sens, le piège hongrois, c'est quelque chose voilà, qui, pour l'instant, est tombé sur deux des deux équipes. Malgré le fait qu'on soit ceux qui ont pris le plus cher dans l'histoire, le Portugal se l'est aussi pris de pleine dents dès la première journée. Donc l'Allemagne peut aussi se le Évidemment. prendre. Et vu à ce jeu-là, vu comment jouent les Hongrois, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'ils accrochent également l'Allemagne sur ce troisième match. Match qui se jouera en Allemagne, du coup, à Ah, Munich. voilà, ça fait déjà Je une te le différence. confirme. Ça fait la différence. Mais attention, si les Hongrois gagnent aussi l'Allemagne, ils peuvent être très très bien placés aussi pour une place de meilleur troisième. Ah Et bah, ça serait vraiment si la Hongrie bat l'Allemagne, la Hongrie atomique. passe devant l'Allemagne. Ça serait atomique comme information et ça Tout serait à juste fait. incroyable. Voilà, de toute Donc façon, il peut tout se passer encore dans ce groupe et voilà. c'est finalement, de toute façon, déjà avec la présence de ces trois mastodontes du foot mondial, le groupe de la mort, avec la On le Hongrie qui savait. joue crânement sa chance, je trouve que la Hongrie joue déjà clairement mieux que certaines équipes que j'ai vues comme la Suède Ou le Pays de Galles qui a fini deuxième. Et pourquoi pas, très belle transition. Est-ce qu'on parlerait pas des deux matchs d'aujourd'hui? on peut, mon cher Guilain, Eh on bien, peut. allons-y. Alors, le premier que j'ai voulu parler, c'était Suisse-Turquie, dans le sens où c'est ceux qui ont fini troisième et quatrième. Ensuite, on parlera du Ouais. match opposant le premier au deuxième, puisque leurs 3 journées sont finies au groupe A et qu'on connaît le classement final. Moi, je t'avoue, j'ai pas du tout vu le match. Tout ce que je peux te dire, voilà, c'est j'ai vu que Shaqiri, dans ses grands jours, doublé de Shaqiri et 3 passes décisives du milieu gauche dans ce 3-5-2 Zubler, si je me trompe pas. C'est ça. Et à côté, voilà, une Turquie qui marque le fait, qui marque un but qui aurait pu les relancer, parce qu'il marque au 2-1 au retour des vestiaires vers la 60e, prend le 3-1 derrière et n'arrive pas à remonter. Voilà, la Turquie qui était peut-être la petite pépite pour la plupart des gens dans cette compétition, qui s'est complètement loupé dans sa compétition, qui part avec vraiment dans la plus petite des portes. Hein, c'est 0 point pris. C'est compliqué pour la Turquie. Ah, c'est clair, c'est une compétition ratée complètement pour une nation qui a l'habitude de jouer quand même plutôt bien ces compétitions-là. Ils brillent souvent sur les euros. En tout cas, sur les deux derniers, ça avait été le cas. C'est une très grosse déception. Et puis en plus, avec des scores très sévères à chaque fois. On pense à ce match d'ouverture face à l'Italie et là, Oui, ce match-là contre la Suisse. Ils passent complètement à côté de leur euro. Après, voilà, ça arrive. On sait qu'il y a une nouvelle génération qui doit arriver et se mettre en place. Ça servira de construction et c'est comme ça qu'il faut le voir. tout à fait. Euh, et après, par rapport à la Suisse, c'est un petit peu. C'est bien d'avoir gagné avec la manière parce que du coup, tu vas attendre de savoir si tu es un des meilleurs troisièmes ou pas
en sachant que tu as bien cartonné sur ce dernier match quand même. Donc Tout à fait. ils ont quand même une belle différence de points. Ils sont quand même plutôt bien partis pour faire partie Ouais, des puis trois meilleurs troisièmes. à 4 points, il y a quand même de grandes chances qu'il fasse partie des 4 meilleurs troisièmes. Et puis aussi, moi, ce que j'avais envie juste de rajouter sur la Turquie, non pas pour leur taper dessus, hein, je pense que le fait de finir à 0 points et de ne pas aller plus loin leur suffit à eux-mêmes. Mais moi, c'est peut-être cette grosse déception, peut-être au final pas tant inattendue de Burak Yılmaz. Voilà, c'est un joueur qui a été Ouais, très ouais. important sur la deuxième partie saison lilloise, surtout sur la fin de championnat. Mais voilà, apporter une nation, on sait qu'à la base, il n'était même pas le capitaine de cette équipe, qui était même pas titulaire. C'est normalement le joueur d'Everton Tosun, qui s'est blessé juste avant Ouais. la compétition. Voilà, on voit que la Turquie, c'est un seul but marqué sur les 3 matchs. Un but marqué, même pas par Burak Yılmaz, qui est l'attaquant de cette équipe. Voilà, est-ce que c'était pas aussi trop grand pour ses épaules de porter cette nation à son âge après cette saison qui a été quand même, je pense, compliquée physiquement et aussi mentalement. Et c'est aussi, je Ah. trouve, sur sa saison à lui personnelle, c'est triste de faire un Euro aussi mauvais après une saison aussi incroyable avec Lille. Voilà, c'était simplement peut-être pour revenir un petit peu plus en détail sur lui spécifiquement. Non, non, après je te rejoins, je pense que il a quand même 34-35 ans ce joueur. C'est pour ça. Euh, il a, il a fait une saison énormissime avec une envie, une générosité de dingue. Il enchaîne directement sur un euro où il tombe finalement dans une poule qui n'est pas si évidente que ça et voilà, et ça passe pas et en tout cas sa compétition est pas bonne, mais après plus que ça, j'ai envie de te dire que c'est surtout aussi, ça met en exergue aussi la qualité de l'effectif de Lille et du milieu de terrain de Lille qui n'est pas le même en Turquie et qui lui apporte pas autant de ballons et ça se ressent très fortement dans ce résultat final. Totalement. Et après, moi je t'avoue, sur la Suisse, comme toujours, c'est ce que je pensais, qui finirait deuxième ou troisième de ce groupe, mais qui serait dans les meilleurs troisièmes. À 4 points, je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'ils finissent dans les meilleurs Ouais. troisièmes. Et du coup, voilà, la Suisse qui, comme d'habitude, passe les poules, que ce soit Euro ou Coupe du Monde, pour se faire éliminer en huitième. Je pense que leur destin, il est tout tracé, hein. Je vois pas C'est une ça. surprise suisse. Le niveau de jeu est pas étincelant malgré quelques bons petits joueurs. En finissant meilleur troisième, tu sais que tu vas tomber contre une grosse nation parce que les premiers, il n'y a pas de C'est surprise ça. pour l'instant. Donc voilà, le petit Ça Suisse qui sera va les se faire meilleurs manger premiers. tout cru. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu Malheureusement, hein. ça. C'est en tout cas ce qui sent, ce qui se dessine, j'ai envie de dire. Ouais, bah oui, c'est clairement ce qui se dessine, surtout que parmi ces meilleurs troisièmes, j'imagine qu'ils vont affronter les meilleurs premiers, donc ça veut Sûrement, dire oui. des équipes comme l'Italie Comme qui ont bien l'Italie qui finit à carburé 9 ou points. Après, étant dans la même poule, je suis pas sûr. Je sais pas si au niveau du repêchage, c'est possible que deux équipes qui étaient dans la même poule s'affrontent en huitième. Donc à la limite, il non, je pourrait pense pas. peut-être au moins éviter l'Italie. C'est peut-être le seul C'est point ça. positif de cette équipe suisse. Ouais, après, après c'est soit ça, soit tu vas tomber contre les Pays-Bas, soit Ouais, contre contre la Belgique. le sortant de la poule F, donc la nôtre, France, Portugal ou Allemagne, tu peux tomber la Belgique. Ah ouais, bon, Bon, c'est quoi pas qu'il arrive, appréciable quoi qu'il ça va arrive. être compliqué, hein. Et Si on du peut prendre coup, oui, si on peut finir premier et tomber sur les Suisses en huitième, j'achète déjà. ouais, j'achète aussi. Et du coup, bah, je pense que voilà, hein, pour continuer sur cette poule, je vous montrerai un classement juste après. Hop, alors, il y a un tout petit souci, alors excuse-moi, je vais Vas-y, vas-y, modifier je t'en ça. prie. Donc, bah, on peut en parler en même temps très rapidement. Voilà, c'est bon. Italie-Pays de Galles, donc voilà, il y a eu 1-0 pour l'Italie. Ce que j'ai Ouais, noté principalement, donc je le précise bien, j'ai pas vu le match, que ce soit par les changements qu'il y a eu sur le terrain ou le 11 de base, c'est un banc solide. On a vu un ouais. Verratti, j'ai cru comprendre, qui a fini homme du match, qui est passeur décisif, pour un autre milieu de Mhm. terrain. Donc voilà quand même. Peut-être le petit bémol, l'attaque, on sent pour l'instant, malgré le match aller, où voilà, il y a eu un but, une passe D de Immobilier, la Bellotti marque pas, Immobilier, je trouve qu'il fait pas des bons matchs, malgré le fait qu'il marque des buts. Voilà, peut-être que cette attaque italienne est encore en rodage et est peut-être le point faible, mais voilà, quand on voit que même les milieux de terrain remplaçants font d'excellents matchs, la défense qui, encore une fois, n'encaisse pas de but, hein, c'est 3-0, 3-0, 1-0, 9 points sur 9, c'est pour l'instant la seule nation qui l'a fait. Bon, voilà, c'est aussi la seule poule qui se termine. Mais, Ouais.
Mais voilà, en tout cas, une Italie solide. Et à l'inverse, le Pays de Galles, un deuxième peu puissant. Moi, j'ai noté ça tout simplement parce que je trouve que, au vu de ce qui s'annonce être les deuxièmes pour l'instant, je trouve que c'est l'un des plus faibles. Le Pays de Galles me vend pas Oui. du tout de rêve. Alors, autant j'ai pas vu le match là, mais je présume qu'avec le carton rouge et les statistiques que j'ai vues, ça a pas dû faire grand chose dans le match. Non, 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 Mais en très tout cas, j'ai clairement non. vu leurs deux autres matchs et c'est vrai que les Pays de Galles, ça vend pas du tout de rêve. Est-ce que voilà, toi, tu as des choses à dire sur cette Italie ou sur ce Pays de Galles? Est-ce que cette Italie te fait peur? Est-ce que ce Pays de Galles, voilà, t'es satisfait de les voir deuxième? Ce qu'on peut conclure, parce que pour ces équipes-là dont on parle, les phases de poule sont finies, donc il y a déjà pas mal d'enseignements. L'enseignement principal, c'est que l'Italie est enfin de retour. Tout à fait. Moi, j'ai envie de pointer du doigt le, le- le collectif italien. Tu parlais de l'attaque, moi j'ai envie de mettre en avant le collectif et notamment ce milieu de terrain dont on parle peu, mais Verratti, Jorginho, c'est d'une très très grande qualité. Euh, c'est assez impressionnant avec des finisseurs comme Immobilier et Bellotti devant. Ça a quand même de la gueule. Donc ça, c'est assez impressionnant à voir. Je trouve qu'ils avaient un groupe plutôt homogène après sur les trois adversaires qui restaient, que ce soit la Turquie, la Suisse ou le Pays de Galles. T'es sensiblement pour moi au même niveau. Pays de Galles, je suis un peu déçu, effectivement. C'est un pauvre deuxième, effectivement. Après, je pense qu'on était surtout resté par rapport à l'Euro qu'ils avaient fait en France, Tout à fait. l'Euro où ils avaient été vraiment très bons et même plutôt pas dégueulasse, hein, vraiment, ça jouait bien, il y avait un joli collectif, il y avait pas mal de réussite aussi. Tout à fait. Et Euh, puis voilà, un Gareth Bale dans ses meilleures années aussi. C'était ses meilleures années au Real c'est clair, quand on a eu cet Euro en 2016. Donc forcément, c'est quand tu as clair. un grand joueur comme ça qui peut te porter, ça fait tout de suite aussi une belle différence, hein. Ouais, après, il y avait aussi pas mal d'autres bons Oui, tout joueurs à dans fait. l'équipe, hein. Je pense à Ramsey aussi, qui à ce Ramsey moment-là aussi. était en très grande forme. Donc oui, un peu déçu du Pays de Galles, mais j'attendais pas plus non plus. Je pense que la Suisse peut se les bouffer de ne pas avoir su faire mieux face à ce Pays de Galles-là, Tout parce à que la fait. Suisse aurait pu être deuxième plutôt proprement. Donc voilà, après, Italie qui rassure et qui reste quand même sur 11 matchs officiels pour 11 victoires et 0 but encaissé. Donc, Tout à fait. donc on est quand même sur une équipe qui a trouvé son rythme, mais qui pour l'instant n'a pas affronté non plus de gros cadors. Donc Oui, même sur c'est leurs bien. 11 victoires consécutives, c'est vrai que je regardais juste avant de lancer le live, il y a aucune équipe mieux du top 15 affrontée. Donc c'est aussi, voilà, c'est des statistiques qui veulent tout et rien dire à la fois. Pour, pour relativiser aussi, et voilà, ce qui est intéressant pour eux, et là où il faut s'appuyer dessus, c'est en tout cas 0 but encaissé en 11 matchs. Ça veut dire que tu as une défense qui tient la route, que tu peux voyager. Il faut retenir que ton milieu de terrain, il est vraiment très très bon et que c'est un des meilleurs milieux de terrain européens aujourd'hui. Et voilà, hein, de toute façon, on connaît la valeur de ces Italiens. Il y a un groupe assez homogène, il n'y a pas de grandes stars. C'est un collectif qui est mis en avant et même les petits joueurs qui rentrent, on l'a vu ce soir, ont quand même beaucoup de qualité et ça représente aussi ce nouveau calcio, j'ai envie de dire, depuis allez, peut-être 3 4 ans maintenant. Tout à fait. Bah, c'est vrai, oui, hein, comme tu dis, il n'y a pas de grande star dans cette équipe. Après, c'est aussi fou de dire, voilà, 11 matchs consécutifs sans encaisser de but. Une Italie, là, voilà, qui fait 3 sur 3 très solide. Surtout quand on voit la défense qu'ils ont, parce que ça reste de très grands joueurs, hein, Chiellini, Bonucci, mais c'est quand même une défense de la Juve qui, depuis 2 3 ans, est vraiment en club en plus qu'en très grande difficulté. Donc voilà, se dire aussi que c'est des joueurs qui ont une sorte de renaissance et de seconde vie avec leur équipe nationale, c'est beau à voir aussi, hein. On peut C'est aussi clair. pointer du doigt ces deux joueurs qui ont un peu une double face, si je puis dire, hein, le jour et la nuit entre le club et l'équipe nationale. C'est clair, et il me tarde de voir cette charnière maintenant face à un gros d'Europe. On parle depuis tout à l'heure de ces grosses nations qui vont arriver, hein, la Belgique, le Pays-Bas, la France, le Portugal ou l'Allemagne. Tout à Va fait. falloir aller se les fader et c'est là où on verra si l'Italie répond vraiment présent.
Tout à fait. Bon, en tout cas, je vous montre en même temps, hein, voilà, le classement final de ce groupe A. C'est le seul groupe qui est pour l'instant terminé. On le voit, hein, l'Italie, c'est 7 buts marqués, 3-0, 3-0, 1-0. 9 points Ouais, pris. Le Pays de Galles, deuxième, à ex-aequo de points avec la Suisse. Mais ce qui fait la différence, c'est la différence de buts, puisque les équipes s'affrontant entre elles, il y avait eu un partout. Donc aucun avantage entre les deux. exactement. Le Pays de Galles finissant à +1 de différence de but, la Suisse à -1. Et nos chers amis turcs, malheureusement, qui finissent dernier avec 0 points pris et -7 de différence de but, qui est assez compliqué pour la Turquie. La grosse différence entre le Pays de Galles et la Suisse, c'est que ils ont affronté l'Italie pas au même moment. Oui, Euh, la Suisse a affronté le Pays de Galles, pardon, l'Italie en deuxième match et le Pays de Galles en troisième, alors que l'Italie était déjà qualifiée. Ils ont fait tourner et c'est ce qui fait qu'il y a eu 15-0 ce soir, alors qu'ils étaient à 10 contre 11. tout à fait. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à un conte de légende, une belle histoire racontée par Benji ce soir. Tu as voulu nous parler de deux joueurs, deux grands joueurs passés par ce match, par cet affrontement, hein, Italie-Pays de Galles. Ouais. La parole est à toi, je te laisse nous parler d'eux. Deux légendes monstrueuses qui, moi, pour le coup, j'ai eu tendance là ces derniers temps à vous parler de joueurs que j'avais à peine vus en activité. Là, pour le coup, ceux-là, je les ai vus en activité et je les ai vus jouer vraiment en direct. Et c'est des joueurs extraordinaires euh, qui marquent de toute façon leur sélection respective. Je vais commencer par Ryan Giggs. Alors c'est un petit peu à l'image de Raoul, mais d'une moindre mesure. C'est le joueur d'un seul club, on le sait tous, hein, c'est Ryan Giggs, c'est Manchester United. Euh, mais c'est aussi l'équipe du Pays de Galles. Mais malheureusement pour Ryan Giggs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de disputer de grandes compétitions avec son équipe nationale. Le Pays de Galles de 92 jusqu'à la retraite de Ryan Giggs, c'est-à-dire en 2007, si je ne me trompe pas, n'a joué aucune compétition mondiale, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Et c'est ce qui fait que Ryan Giggs n'a pas jamais pu disputer une phase finale de ces grandes compétitions-là. C'est peut-être le plus gros échec de la carrière de Ryan Giggs, ce joueur monstrueux qui a un palmarès avec Manchester United juste hallucinant. Rappelons-le quand même, 963 matchs joués avec Manchester United de 91 à 2014. C'est juste monstrueux. Mais voilà, ce joueur-là n'a jamais pu défendre le maillot gallois en compétition officielle de sa carrière. Et ça, c'est peut-être la chose la plus dommage, hein, en tout cas concernant le Pays de Galles. Il est arrivé un petit peu trop tôt par rapport à d'autres stars du Pays de Galles, ou un petit peu trop tard. Si on vous parle Pays de Galles, on va vous parler aussi de Jan Rush, Okay. très grand joueur des années 70-80 au Pays de Galles, et on va vous parler forcément du duo Gareth Bale, Aaron Ramsey, qu'on a notamment vu, on en parlait sur l'Euro 2016 en France. Mais voilà, Ryan Giggs n'a jamais joué avec ces joueurs-là, malheureusement. Et on peut que supposer que ça aurait quand même très très bien marché, et peut-être qu'on aurait pu voir Ryan Giggs jouer une compétition officielle avec le Pays de Galles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule compétition qu'il a jouée, c'est les Jeux Olympiques, mais avec le maillot de la Grande-Bretagne, par contre. C'est fou, tu vois, là, Donc tu ça, m'apprends quelque chose. Moi qui pensais justement que Ryan Giggs était un joueur aussi extrêmement important pour son équipe nationale. Alors, il l'a sûrement été, hein, sur les statistiques et sur les matchs qu'il a pu jouer amicaux ou quoi que ce soit. Mais ouais, je ne savais pas du tout de cette anecdote qui est quand même assez folle, hein, de se dire qu'il n'a jamais joué de c'est compétition européenne. Enfin, moi aujourd'hui, quand tu me dis Ryan Giggs, j'aurais jamais pensé ça. ça. Il a En les fait, mêmes le truc, c'est statistiques que que Yacine Bamou qui est passé par le FC Nantes, quoi. Il a joué jamais en équipe nationale, quoi. finalement, aucune passe décisive et aucun but comme Yacine Bamou en compétition officielle Exactement. Putain, avec sa c'est fou. sélection. Ah, le point commun entre Là, les deux joueurs est incroyable. ah, c'est juste improbable. Non, après, on se souviendra quand même qu'il ben voilà, il a disputé les Jeux Olympiques en 2012 avec la Grande-Bretagne, et il avait marqué un but et fait une passe décisive notamment. Au moins, il y aura au moins ça qui restera. Très bien. Euh, et maintenant, je vais vous parler un petit peu de Roberto Baggio. Alors, avec l'Italie, c'est pas les joueurs qui manquent. J'aurais pu vous parler de plein de joueurs, de Del Piero, de Totti, de Cannavaro, de Maldini, de tellement de joueurs. De Mais Gattuso. moi, de Gattuso aussi, est peut-être un petit peu moins propre, mais Tout à fait. euh,
moi, je voulais vous parler de Roberto Baggio. J'ai envie de dire, c'est le Zidane, c'est le Zidane italien. C'est la classe à l'état pur. C'est le joueur offensif à l'état pur. Ils ont eu beaucoup de joueurs offensifs très très bons et d'une énorme qualité. Je mets peut-être Del Piero et Totti en premier, mais Baggio était meilleur. Baggio, techniquement et en termes de joueur de foot pur, c'était extraordinaire. Balle au pied, il était monstrueux. Je peux que vous inviter à regarder des images de la Coupe du Monde 94 qu'il fait avec l'Italie, où derrière Ronaldo, bah, il est quasiment le meilleur joueur de la compétition. C'est un joueur extraordinaire avec une longévité magnifique qui a marqué tous les clubs dans lesquels il est passé et pourtant il pourrait être considéré comme un des plus grands traîtres en Italie puisqu'il a joué à la Fiorentina, il a joué à la Juve, il a joué à l'AC Milan, il a joué à l'Inter Milan. Euh, Oui, et effectivement, ouais, déjà passé par les 2000 ans, il y en a pas beaucoup qui osent le faire, hein. déjà faire Fiorentina Juve, c'est un Oui, blasphème. Faire Juve Inter de Milan, c'est encore plus un blasphème. et Et faire faire les Inter de deux Milan, Milan, AC Milan, ouais, là, t'es mis sur le bûcher sans qu'on te voilà. demande la parole, quoi. Mais c'est peut-être l'un des joueurs les plus aimés en Italie parce que c'est juste tu lui pardonnes tout quand tu le vois jouer et quand tu le vois jouer au football et il avait ce sens du jeu et c'était un 9,5-10 qui faisait briller juste toute son équipe. Si Del Piero, si Totti, si Inzaghi ont mis tellement de buts avec l'Italie dans les années 2000, c'est que Baggio était encore là et il a pris sa retraite dans les années 2003-2004. euh, je vous invite à voir aussi, il y a un biopic qui est sorti sur Netflix. Alors, la qualité est moyenne, je trouve que ça le flatte pas énormément, mais ça reflète quand même ce que l'aura et ce que pouvait dégager Baggio sur une époque où, offensivement, dans les années 90-94, l'Italie n'avait pas autant de joueurs offensifs que ça. C'était vraiment l'Italie du Catenaccio et qui défendait dur. C'est l'Italie de Sacchi. Et il y avait Baggio au milieu de tout ça qui était juste le maestro, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est ce genre de joueurs qui m'ont fait adorer le football. Je suis arrivé, moi, j'ai commencé à regarder le foot dans les années 98, hein, du premier titre mondial. Et il y avait Roberto Baggio pour l'Italie, il y avait Ronaldo au Brésil, il y avait des joueurs magnifiques un petit peu dans tous les sens. Et je peux que vous encourager à regarder des images, juste son toucher de balle et les ouvertures qu'il était capable de faire. C'était magnifique. Voilà. Encore une fois, un conte de légende incroyable. Moi, je te l'avoue, alors autant pour Ryan Giggs, c'est un joueur vraiment qui, dans l'aura, me parle. Autant Baggio, je le connaissais. J'avais déjà vu des images sur lui. C'est un joueur, effectivement, Ouais. que j'ai entendu parler. Mais c'est vrai que c'est ce genre de joueur, comme tu dis, hein, j'ai vu assez de vidéos dessus quand même. Et je pense aussi à Ronaldo R9 ou quoi que ce soit. C'est des joueurs malheureusement que je n'ai pas connus et me dire Ouais. justement que je les ai pas connus et que je les ai eus que par des bribes, des petits condensés, des petites vidéos, c'est malheureux parce que autant à Ryan Giggs a créé l'histoire aussi un petit peu à la Francesco Totti parce que c'est l'homme d'un club, c'est l'homme d'une histoire. Autant ces Ouais. joueurs-là comme Baggio sont plus des joueurs où voilà, techniquement parlant, comme tu le dis en plus là, dans cette Italie du Catenaccio, c'était un joueur qui ressortait tellement, c'était le Zidane, comme tu dis, voilà, de cette Italie. Et se dire de C'est ne ça. pas avoir vu ça, c'est l'âge qui fait, hein. Je ne peux pas faire autrement, j'aurais pas pu naître plus Non, non, tôt, non. mais quoi qu'il en soit, c'est triste et c'est malheureux de se dire que voilà, on a loupé tous ces joueurs-là. Je pense même à d'autres époques encore plus lointaines, à du C'est clair. Johan Cruyff ou quoi que ce soit. C'est des joueurs qu'on Ouais. aurait tous voulu voir, qu'on aimerait tous voir. Bon, aujourd'hui on en a d'autres, on pense à Ronaldo et Messi, mais c'est vrai que quand ces joueurs-là partent, je l'ai pas encore vécu, moi, ma génération de premiers joueurs partir, je l'ai vécu à l'international avec Ribéry, mais il n'a même pas encore pris sa Ouais. réelle retraite. De même pour Casillas, qui sont de la plus ancienne génération, mes deux joueurs préférés. Mais c'est vrai que même quand Ronaldo et Messi vont partir, ça va être compliqué à vivre, hein. C'est clair, c'est clair. Mais pour Baggio et Giggs, en tout cas, quand ils sont partis à la retraite, bon, ben pour Giggs c'était incroyable pour le Pays de Galles et il a failli revenir. D'ailleurs, il a quasiment été rappelé dans les années 2008 par sa sélection, mais c'était un petit peu chaud. Pour Baggio, juste dernière anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que Dis-nous du tout. coup,
Coupe du Monde 94, j'ai failli vous oublier de parler de ça pour les plus jeunes que vous êtes. Coupe du Monde 94, il fait une Coupe du Monde absolument sublime. C'est peut-être une des meilleures Coupes du Monde d'un seul joueur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la finale, donc c'est Italie-Brésil. Et ça se joue au tir au but. Et malheureusement pour l'Italie, c'est Baggio qui rate son tir au but. Ah là là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4 ans plus tard, l'Italie se fait également éliminer au tir au but par la France en demi-finale. Et Baggio n'avait pas hésité à aller tirer son penalty et à le transformer cette fois-ci. Ah, Mais c'était une maigre compensation parce que voilà, ils avaient voilà. l'occasion de gagner tout simplement cette finale de Coupe du Monde face à ce Brésil-là de Rai, Romario, Rivaldo, Ronaldo Rivaldo, et j'en Ronaldo, passe. évidemment. Très bien, bah en tout cas, merci encore pour cette anecdote et pour ce conte de légende. On a hâte du prochain. Vraiment, on a hâte du prochain. Et puis voilà, nous parler aussi de ces joueurs. Cette anecdote sur Giggs, le Pays de Galles, même de manière globale, c'est une équipe qui n'est pas forcément suivie, qui n'est pas forcément connue. Ou à l'inverse, comme tu dis, hein, des joueurs comme Baggio qui sont d'une génération bien ancienne. Même aujourd'hui, quand tu nous parles de. Enfin, quand on pourrait parler, exemple, de Maldini ou quoi que ce soit, c'est des joueurs plus récents ou alors qui ont une plus grosse aura que a aujourd'hui Baggio dans le football global. Donc c'est vrai que c'est aussi là l'intérêt de ce conte de légende, de nous parler de ces Évidemment, joueurs que t'aimes. Bon, et ben les amis, c'est ça. on va parler très rapidement, parce que voilà, ça va découler sur les pronos des 2 matchs de demain. Forcément, Macédoine, Pays-Bas et ensuite Ukraine, Autriche. Alors voilà, je Ouais. pense qu'on va parler surtout principalement, même si ça va être assez rapide, hein, de ce Pays-Bas Macédoine du Nord. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Est-ce que tu vois un résultat voilà, quels sont ton ressenti pour cet avant-match? Mon ressenti, c'est Pays-Bas qui risque de faire tourner un petit peu à l'image de l'Italie aujourd'hui. On l'a vu, les coachs n'hésitent pas à faire tourner, alors pas tout leur effectif, mais une bonne partie. Donc des nouveaux joueurs, peut-être un gros match de Gravenberch qui risque d'avoir une place de titu sur ce match-là, en tout cas, qu'on n'a pas trop vu pour l'instant. Tout à fait. Moi, je te l'annonce déjà, peut-être homme du match Gravenberch avec une victoire du Pays-Bas dans un match assez débridé. Très bien. Et du coup, après, bah, pour l'autre match, voilà, je l'ai appelé un nul arrangeant parce que j'ai cru comprendre et je l'ai vu au niveau des cotes. C'est quelque chose que je ne comprends pas forcément. L'Ukraine, sa cote, elle est dans les 4. L'Autriche, elle est dans les 4. Le match nul est à 1,70, 1,80. Alors, je te l'avoue, j'ai l'impression que le nul arrange l'Ukraine qui finit deuxième, arrange l'Autriche qui finit troisième et qui risque d'être avec 4 points dans les meilleurs troisièmes. Est-ce qu'on serait pas un petit peu sur un match où il y a eu des petites magouilles derrière pour que, voilà, à partir de la 60e, 70e, les deux équipes jouent sur un faux rythme et que ça finisse sur un bon gros 0-0 des familles? Oups, on n'a pas fait exprès. Écoute, c'est possible. Après, ça serait quand même mal connaître l'Ukraine. Je trouve que Voilà. ça serait quand même assez con. Donc moi, je miserais bien. Je trouve, je suis assez séduit pardon, par cette équipe d'Ukraine que j'avais déjà bien appréciée face Aux aux Pays-Bas. Pays-Bas, le match qu'on Match qu'on avait vu avait ensemble. commenté ensemble, oui, tout à fait. Exactement. Je trouve que leur euro est quand même très intéressant. Yarmolenko est un pur joueur, mais ça, on le savait déjà. Mhm. Euh, J'aimerais bien, alors c'est plus qu'un prono, mais c'est plus une envie. J'aimerais que l'Ukraine aille vraiment chercher sa deuxième place de belle manière. Donc voilà. Eh bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je l'avais annoncé au premier live sur l'Italie. Tout le monde voyait en équipe pépite la Turquie. C'est loupé pour la plupart des gens. Moi, mon équipe à moi, mon petit outsider, c'était l'Ukraine. C'est l'équipe qui me faisait rêver. Malheureusement, en plus, il n'y avait pas de Tsigankov. Je suis assez dégoûté. Encore que, il est rentré en jeu au dernier match. Alors, tu vois, je sais même pas qui était dans le rassemblement. Et pourtant, il est rentré en jeu Ouais. dans le dernier match. Donc, je m'étais complètement planté. Donc, je rattrape aussi cette erreur. J'ai été étonné parce que j'avais pas du tout fait attention à la feuille de match. Et quand je le vois à la 70e rentrer dans le deuxième match, je me suis dit, ah bah putain, bah il est là en fait. Alors, j'avais pas du tout compris. À mon avis, c'était peut-être qu'il était annoncé blessé, mais qu'ils l'ont quand même appelé. Je sais pas exactement. Enfin bon, quoi qu'il en soit, moi j'aimerais aussi que l'Ukraine gagne avec la manière et pour montrer voilà que dans ces deuxièmes ou éventuellement, on ne sait jamais si l'Autriche fait la surprise et va prendre
cette deuxième place, montrer quand même par la manière au moins dans le jeu, pas forcément avec le résultat, que c'est une équipe qu'il va falloir aller chercher parce que je pense que l'Ukraine c'est pas gagné d'avance même pour des grosses nations. On se rappelle Ah, c'est clair. typiquement sur la dernière Coupe du Monde du Japon qui a fait peur à la Belgique jusque quasiment dans les dernières secondes. Voilà, est-ce que l'Ukraine serait pas un petit peu le Japon de cet euro? Moi j'y crois. Donc voilà, je vous le dis, faites attention et demain la cote à 4, elle est misée. Je vous le dis, il y a le PEL qui est mis dessus, Ouais, hein. ouais, Donc ouais. Je peux voilà. comprendre. Je pense que je miserais aussi. Si j'étais pronostiqueur, je miserais aussi, je pense. Et du coup, bah, simplement, voilà, pour revenir juste sur mon match arrangé, ça va faire match nul. Ah bah tu vois, le Bibitzer hein, dans le chat qui nous dit exactement ce que j'ai... c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, hein, que ce serait une forme de match arrangé. Donc après, est-ce que ça va arriver ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Je trouverais quand même ça assez honteux, hein. D'ailleurs, si on devait en parler peut-être sur un aspect plus politique, moi je trouverais ça assez dérangeant hein, de voir un match arrangé. Ça serait assez horrible avec entre ça et ce qui s'est passé sur le match contre France-Hongrie, l'attitude des supporters hongrois, ça ternirait encore un peu plus 7 euros, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Et du coup, bah voilà, pour dire simplement assez rapidement, pour parler plus positivement de mon avis sur ce Pays-Bas-Macédoine du Nord, je trouve malheureusement que la Macédoine du Nord, c'est peut-être ma petite déception sur les matchs que j'ai vus. J'aurais aimé malheureusement que cette équipe aille un peu plus loin. C'est une équipe qui a de grosses difficultés, on le sait. Comme l'Angleterre qui veut pas finir premier du groupe pour ne pas jouer le groupe F. Ah bah oui, ça c'est possible que l'Angleterre, oui, fasse exprès. C'est des choses, on comprend hein, aussi pourquoi personne ne va affronter le groupe F. Parce que quelle que soit l'équipe que tu affrontes... C'est perdant. Ouais, Mais bah après, est-ce que tu préfères affronter le premier du notre pool plutôt que n'importe quelle équipe du groupe F? Je sais pas. Mais là, c'est pas arrangé pour le coup pour l'Angleterre. Enfin, là, c'est eux entre eux. Là, pour Ukraine, pardon, qu'est-ce qu'ils Autriche. affrontent? Ouais, Ukraine-Autriche, pardon. Bah, le nul est arrangeant pour les deux. Donc, est-ce qu'on Voilà, peut parler évidemment. d'arrangement? Je sais pas. Je sais pas. Ils ne vont pas gagner contre la République tchèque. Ça, je vous crois, messieurs. Après, à prendre aussi en compte, quand tu vois les matchs de la République tchèque que j'ai trouvé quand même assez satisfaisantes, on en parlera évidemment demain hein, de ces matchs-là. Et à Ouais. l'inverse, cette équipe d'Angleterre que je trouve vraiment personnellement dégueulasse, est-ce qu'il y a un arrangement ou est-ce que c'est pas tout simplement que cette Angleterre n'est pas capable de gagner contre la République tchèque demain? Ça, on en parlera demain. Petit teasing sur mon On en avis. parle. On en parlera demain. On en parlera demain. Soit au rendez-vous le Bibitzer, Voilà, comme ça exactement. on se fait un débrief demain. Et du coup, voilà, simplement pour mon avis, moi, cette Macédoine du Nord, j'ai trouvé que c'était une équipe qui, malgré toutes ses faiblesses, parce que c'est quand même l'une des équipes les plus faibles de cette compétition de manière globale, essayait au moins. C'est quelque chose que toutes ne font pas, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, pourquoi pas au moins un match comme tu as dit, je le sens aussi un petit peu débridé avec pourquoi pas voilà, un 3-4 buts dans le match, un 2-1 ou 3-1 pour les Pays-Bas, un match avec des buts pour les deux équipes, un match qui joue un petit peu. Et puis voilà aussi aux jeunes des Pays-Bas de se montrer un petit peu comme l'Italie aujourd'hui, hein, tout simplement. Ouais, carrément. Et du coup, les amis, juste l'attitude des joueurs contre l'Écosse, pas envie d'attaquer. Ouais, pas envie d'attaquer ou pas capable, tout simplement. Moi, je pense sincèrement que cette équipe anglaise n'a pas le niveau collectif. Je parle bien, hein, je parle pas des joueurs individuellement, mais le niveau collectif pour produire aujourd'hui un meilleur jeu. Est-ce que ça vient des joueurs entre eux qui n'y arrivent pas? Est-ce que ça vient à l'inverse du sélectionneur qui leur apprend pas les bonnes méthodes? Mais c'est vrai que quand on compare typiquement à cette équipe, bah, je pense par exemple à l'équipe de France, hein, malgré un manque de réussite sûr en finition, tu vois quand même que ça combine, que ça essaie d'échanger entre tous. C'est quelque chose que je ne ressens pas, que je ne trouve pas dans cette équipe anglaise, ce qui fait qu'actuellement c'est une dans les grosses nations de mes plus grosses déceptions. Après c'est ce qu'on ressent sur ces collectifs qui sont impressionnants sur le papier. Aujourd'hui, Aussi. la Belgique, c'est la même chose et la France, c'est la même chose. C'est les trois que je vois comme ça. Des favoris, en tout cas. Pour l'instant, ça a du mal à combiner, ça a du mal à être en réussite. C'est des équipes qui sont attendues offensivement par des équipes qui défendent à 11 derrière. On l'a vu à France-Hongrie, je pense qu'on l'a suffisamment vu sur les 30 dernières minutes du match. Donc voilà. Non, effectivement, je ne panique pas exactement comme toi pour la France. Je ne panique pas non plus Mm. pour l'Angleterre. C'est des équipes qui vont se rôder par la suite, qui sont programmées pour jouer des matchs plus compliqués par la suite. Et c'est là où l'efficacité offensive doit être retrouvée. C'est sur les matchs à élimination directe. Donc c'est là où on verra les grands joueurs.
Bah évidemment, un Bibi de toute façon, si jamais, malheureusement, tu arrives un petit peu tard, mais on a parlé tout au début du live de l'équipe de France. Si tu veux notre avis plus en détail, je t'invite, pourquoi pas, à aller voir la rediffusion YouTube qui sera publiée ce soir. Je pense pas que j'aurai le temps, mais peut-être demain dans la journée. Donc n'hésite pas, hein, sur YouTube, Talkso TV, à aller t'abonner. Au moins, tu vas regarder ces 5-10 minutes où on parle de l'équipe de France. Mais effectivement, tous ces points-là, hein, que tu nous cites, la chaleur, les supporters, le terrain sec, et aussi voilà, un manque de réussite, un arbitrage qui a été sans se remettre derrière l'arbitrage, mais qui est aussi un point qui compte, hein, Non, forcément, le cumul de toutes ces choses-là. Voilà. Par contre, à l'inverse, effectivement, je suis pas forcément d'accord avec toi, Benji. Moi, je trouve par contre que l'Angleterre, j'arrive pas à croire en cette équipe. Voilà, je me trompe peut-être, mais aujourd'hui, j'arrive pas à croire en cette équipe. Je pense qu'ils ne sont pas rodés, qu'ils n'arriveront pas à se roder, et je vois pas l'Angleterre faire une grande compétition. Peut-être, effectivement, si tu tombes contre un Suisse ou une Pays de Galles, éventuellement arriver en quart, mais pour moi, dès que ça tombera sur une équipe à peu près du même calibre, en tout cas en termes d'effectifs, l'Angleterre va se faire manger dans tous les niveaux. Je trouve le milieu de terrain très euh, bon sans plus, l'attaque très faible et la défense ignoble. là où je mets un point d'attention, c'est que je pense que c'est une équipe qui a les qualités pour jouer un jeu de contre et de non-possession de balle. Ils n'ont pas les joueurs pour posséder la balle. Par contre, quand ils vont tomber face à des équipes comme la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne ou le Portugal qui ont besoin du ballon parce que techniquement ils sont supérieurs, attention à l'Angleterre parce qu'après ils ont le jeu pour provoquer des contres à l'image d'un Liverpool qui explose très très fort. Attention à ça. C'est moi mon point d'attention. Effectivement, après collectivement et techniquement parlant, pour l'instant c'est pas au rendez-vous. Très bien. Bah, en tout cas, on va regarder ça avec attention et puis évidemment, on sera là pour voir qui de toi ou de moi avait raison. Ah bah Évidemment. écoute, on en parlera. On en parlera très vite. Et on en parlera d'ailleurs dès demain avec ce match de l'Angleterre, hein, pour voir C'est clair. combien ils finissent dans la poule et est-ce que déjà dès cette troisième journée, ils me donnent tort ou ils te donnent raison. Bah, écoute, on va voir ça On demain. verra On va ça voir demain, évidemment. Et du coup, donc les amis, on passe simplement très rapidement au prono des consultants. Alors, je l'ai eu juste avant l'émission, donc j'ai pas pu le mettre sur l'overlay. Donc, allez sur mon compte Instagram. Ce sera publié demain matin dans la journée si vous voulez le prono de Nax Prono pour les matchs de demain 18h. Hein. Je dis bien parce que demain, il y aura une émission à 20h pour les deux matchs de 21h. Donc là, on parle uniquement des matchs de 18h à partir de maintenant. Donc, on verra les matchs juste après. Mais en tout cas, pour ma part, si le match n'est pas truqué, évidemment, je vois l'Ukraine l'emporter et je trouve que la cote à 3,80 par rapport au niveau de jeu proposé est plus qu'une plus-value. Maintenant, voilà, j'ai pas voulu vous tenter plus, j'ai pas voulu mettre de buteur. Vous les connaissez, les entrecôtes de Guillain à 8, 9, 10, 11. Tout simplement parce qu'avec ce sous-entendu d'un match truqué, je me dis, voilà, je vais pas tenter le diable non plus trop. Pour moi, si vous voulez faire une vraie belle plus-value, l'Ukraine est la meilleure équipe sur le papier, je trouve, et celle qui a produit le plus beau jeu, surtout par rapport à l'Autriche, dans les outsiders. Donc aujourd'hui, si je veux respecter ma logique et mon analyse, je vois l'Ukraine gagner. Tu es d'accord avec moi, Benji? On l'a dit juste avant et tu ne savais même pas que je mettais ça comme cote. Maintenant, évidemment, la question du match truqué arrangé peut faire la différence, mais ça, en tant que supporter du beau football, on ne peut pas y croire. On n'accepte pas d'y croire. On n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie de voir ça. On a suffisamment vu de purge hier sur ce France-Hongrie pour vouloir du foot un petit peu. Voilà, évidemment. Et du coup, les amis, on va passer à la dernière rubrique de ce soir parce que malheureusement, il n'y aura pas de quiz. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps d'en prévoir un. J'étais en déplacement aujourd'hui, donc on aura un quiz demain, hein, bien évidemment. Les matchs du jour, donc c'est ceux de demain 18h, je le répète, en partenariat, le championnat des pronos avec Barrière-Bet. Comme je le disais au début de l'émission, la première semaine s'est terminée avec, suite à des discussions avec notre autre partenaire Nax Prono qui nous aide pour ce championnat des pronos et pour les pronos, et aussi avec l'équipe de la Talkso, on a décidé de ne pas faire gagner 100 € de freebet à un seul gagnant, mais de diviser en 3. Donc ce sera 50 € pour le premier. D'ailleurs, encore félicitations à Charles-Henri Pinault. 35 € au deuxième et 15 € au troisième. Et Barrière-Bet, ayant été content de ce qu'on produit, et je les en remercie encore, nous propose de recommencer pour la semaine qui arrive. On commence de ce soir jusqu'à dimanche, donc fin des 8e si je ne me trompe pas, ou alors on ira à lundi, jusqu'à la fin des 8e. Il y aura le championnat des pronos avec de nouveau les mêmes mises, donc 50 € au premier, 35 € au deuxième, 15 € au dernier, et ça commence dès maintenant avec ce Ukraine-Autriche et cette Macédoine du Nord-Pays-Bas. Donc je vous laisse tout simplement me dire dans les commentaires du live tout de suite quel résultat vous voyez. Je veux simplement Ukraine nul ou Autriche et Macédoine du Nord nul ou Pays-Bas. Vous gagnerez des points, il faut venir tous les soirs, être assidu et éventuellement à la fin des 8e de finale dans une semaine et demie,
être le grand gagnant et repartir avec 50 € de free bet offerts par notre partenaire Barrière Bet. Écoute, bah, c'est parfait. Voilà, ça parie dans le chat. Ils sont tous à l'heure. Hein. Ah bah ils sont tous à l'heure pour ça, ils sont tous à l'heure. Hein. On les voit pas du live, mais ils sont là à la fin. Hein. À la partie le plus intéressant, je trouve, c'était notre analyse sur la France et le compte de légende. Là, il n'y a personne. Par contre, pour gagner de l'argent, ils sont tous là. Hein. Les raccros. Hein. Ah, c'est ça. Ah, on les connaît. Hein. La talk show, c'est les pinces. Hein. On vous voit, Gérald Doche et compagnie. Ah, hein, exactement. Bon, alors du coup, on va regarder un petit peu. Hein. On voit déjà Gérald Doche qui sort Ukraine-Pays-Bas. On a eu Ukraine-Pays-Bas aussi pour Charles-Henri Pinault. On a Ukraine-Pays-Bas pour toi, Benji. Yes. On a par contre Macédoine pour le Bibitzer, d'accord. Ah non, Pays-Bas, d'accord, excuse-moi. Donc Macédoine, Pays-Bas et Ukraine-Autriche nul. Donc lui, il pense le Bibitzer, il est assez d'accord avec cette idée de match semi-arrangé. Mais en tout cas, on voit que déjà, il va y avoir des gagnants et des perdants, hein, parce qu'on n'a pas que les mêmes résultats partout. Enfin, on a en tout cas le Bibitzer qui peut soit s'envoler devant vous tous, ou alors être à la traîne dès cette première journée. Demain soir, donc voilà, hein, à peu près, je le précise, pour ceux qui veulent venir que sur la partie freebet. C'est pas l'intérêt, hein, les amis, vous en doutez, le but c'est d'être là toute l'émission, de venir échanger foot. Mais voilà, je le reprécise quand même, cette partie-là se fait toujours à la fin de l'émission, donc on est sur les 10-15 dernières minutes. Aujourd'hui, on a un peu de retard, mais c'est dans les environs de 20h40, 20h45. Et du coup, bah, je pense que le temps, hein, voilà, de voir si peut-être d'autres personnes arrivent, si d'autres pronos sont donnés. Est-ce que Benji, tu veux revenir demain pour cet après-match des deux matchs de 18h qu'on a parlé là et cet avant-match des deux matchs de 21h? Alors, ça c'est toujours. Peu, c'est pas évident. Donc, d'accord. Je me prononce pas maintenant pour demain. J'ai pas mal de choses qui se profilent à l'horizon demain. Mais peut-être un autre soir, ouais. Pas de problème. Bah, en tout cas, cette semaine, moi, je me suis arrangé. Tous les jours à 21h, de 20h à 21h, il y aura l'émission. Voilà, et après, si jamais tu es là et que tu veux m'accompagner, on peut enchaîner sur un commentaire live sans aucun souci. Les commentaires live, je les ferai pas tout seul, comme ça je laisse aussi de la place à Alex qui revient cette semaine sur la Talkshow après quelques semaines d'absence pour quelques jeux. Et pareil pour Bimax qui nous fait ses soirées, donc il va reprendre ses soirées Apex, il va nous faire des let's play sur des jeux rétro. Donc ça, je sais que c'est quelque chose avec lequel vous avez beaucoup discuté sur certains de ces lives, surtout aussi Bernie. Ouais. Donc voilà, hein, tu pourras prévenir. Je l'annonce ce soir dans le live. Bimax va nous reprendre les jeux rétro. Si je ne suis pas encore chez Barabet, je fais comment? Eh bien, si jamais tu gagnes, tu as juste à te créer un compte. Tu n'as aucune somme à mettre. Ça, c'est uniquement de ton point de vue. Moi, je leur donne ton pseudo. Donc, je viendrai discuter avec toi à la fin de la semaine si tu es dans le top 3, premier, deuxième ou troisième, par message privé où je te demanderai ton pseudo Barrière Bet et tu recevras par le CM lui-même la somme gagnée. Voilà. Les 50 €, c'est 50 € d'un coup. Les 35 et 15, c'est divisé. Donc, c'est 20, 10, 5 pour les 35 € et 10 et 5 pour les 15 €. Voilà, ce qui fait que vous ne pouvez pas tout mettre en même temps pour ceux qui gagnent 35 et 15 €. Ou du coup, pour celui qui a 50, c'est 50 d'un coup à parier. Et après, si jamais le site te plaît, si leurs codes te plaisent, leurs avantages, tu peux évidemment mettre de l'argent et jouer dessus. Ça, c'est de ton choix. Il n'y a aucun code promo là-dessus. Moi, c'est uniquement notre partenaire. Et ils sont là pour vous régaler et pour régaler l'émission. Et je les en remercie encore. Et du coup, bah, moi, Benji, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là tranquillement. Ouais, bah, carrément. C'était cool aussi ce petit format après-match. Je trouve que c'était cool. On peut prendre notre temps et parler de plein de choses et faire des bilans aussi d'autres matchs et d'autres équipes. Donc non, c'est cool. Ouais, bien évidemment. Et puis bah, tu t'en doutes, hein, à la fin de... merci pour la régalade, parce qu'on sait que Gérald Doche, elle écoute de loin, mais il n'y a pas de message. Aïe. Et du coup, aussi, tu t'en doutes, hein, Benji, j'espère que tu seras là pour après la dernière journée, donc ça doit être mercredi si je me trompe pas, où c'est notre poule qui joue et il n'y en a pas jeudi, donc éventuellement jeudi soir, si jamais tu peux, pour pouvoir faire notre 11 de la compétition chacun. Voilà, ça peut être aussi intéressant, notre top équipe, nos flop équipes, voilà, il peut y avoir aussi une émission là-dessus. Je cru comprendre aussi qu'il n'y aura pas de 8e jeudi, donc ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là de faire une émission où on revient sur ces matchs de poule dans la globalité, de ces différentes poules, des classements de ces poules, sans forcément parler des matchs en eux-mêmes. En tout cas, moi je le ferai, si jamais tu es là pour m'accompagner, c'est encore mieux. Je serai là et je peux même te dire que je te préparais un petit quiz conte de légende, pardon. Oh
Oh là 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 là. Alors vous avez intérêt d'avoir été assidu parce que là, je vais avoir besoin d'aide les amis, hein. Je vais avoir besoin du Et, chat. tu joueras le chat pourra jouer et le gagnant du quiz dans le chat, je lui offrirai moi-même un sub à la chaîne. Ouh là là, les amis, vous vous rendez compte? Quelle gentillesse! Alors là, on peut applaudir. Quelle belle initiative. D'ailleurs, ça me rappelle hein, que le quiz de la dernière fois, je n'ai toujours pas offert le sub. La pince. Non, non, le sub sera offert en début d'une prochaine émission. C'est simplement que j'ai pas accès sur cet ordinateur au compte, au compte Twitch. Du coup, il faut que je le fasse avec l'autre ordinateur en même temps. Donc, je le ferai sûrement sur une émission où il n'y aura pas de bug comme aujourd'hui et qu'on commencera plus tôt. Je vous l'offrirai en début de live. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à être là sur les prochains lives parce qu'un sub sera offert par moi-même et du coup, éventuellement par Benji. Et je le rappelle, hein, dès demain soir, si jamais il y a un invité, le quiz de l'invité qui reprendra. Aujourd'hui, c'était une petite exception qu'il n'y ait pas avec toujours à la clé des subs à jouer et ce jusqu'à la fin de l'Euro et cette finale où on espère un France-Italie et mettre une belle branlée aux Italiens pour se venger de 2006. Ça serait très beau, ça me ferait beaucoup de plaisir. Ça me ferait beaucoup de plaisir aussi. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé voilà, au jeu des championnats des pronos. On verra dès demain soir, 20h. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission pour voir qui aura eu bon, qui aura eu tort et qui sera premier, qui sera dernier. Évidemment, on aura aussi les paris des deux matchs de 21h. Donc, soyez bien présents. Hein. C'est surtout la régularité qui a aidé la semaine dernière Charles-Henri Pinault à gagner. Et puis en attendant, bah Benji, je te dis à très vite, peut-être à demain ou à la prochaine. Merci à tous sur le chat d'être passés, je vous remercie. Et puis bah, en attendant, c'était un vrai plaisir. Merci. Bonne soirée à tous. Salut à tous.